Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. L'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas. Vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité et le fondement du pouvoir. Sinon vous pouvez exercer une fonction, mais sans pouvoir. Ce que je vous dis, c'est que je serai là tous les jours avant vous et je partirai après vous. Et puis on va travailler ensemble. Mais je vais m'attacher d'abord à, je ne veux pas donner trop de longues réponses, mais à remettre la machine en route. Vous savez, quand on est en vue, on doit prendre sur soi et accepter que toutes sortes de choses soient dites. Donc il y a toutes sortes de considérations faites sur mes rapports avec la France. Je suis arrivé à la DCGTX, il y avait 150 expatriés et 3850 employés ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient 48% de la masse salariale, à 150 la moitié des salaires. Donc, en fait, j'ai licencié tous les 150. Et je leur ai proposé, la semaine de mon arrivée, un contrat ivoirien. Il y en a 9 sur les 150 qui sont restés, 141 qui sont partis. J'ai trouvé les fonds pour payer leurs droits de licenciement et j'ai nommé des Ivoiriens à tous les postes de direction. Et donc j'ai eu le chef de la mission de coopération française dans mon bureau qui m'a dit « Mais vous, monsieur Thiam, nous on veut savoir si vous êtes pro-français ou anti-français. » Et je lui ai dit... À l'époque déjà? Oui, je lui ai dit « Monsieur, ni l'un ni l'autre, je suis juste pro-Côte d'Ivoire. On ne réussit qu'à travers les gens et on peut les motiver que si on les respecte et qu'on les traite bien. Il n'est de richesse que d'homme. C'est le cœur de ma philosophie. C'est l'égalité des chances, plus que la méritocratie. Parce que je crois que le talent est uniformément réparti. Une des raisons pour lesquelles je déteste le racisme, c'est que c'est contraire à chaque fibre de mon individu. Je crois que des gens talentueux, il y en a dans tous les groupes, dans toutes les géographies, dans toutes les ethnies, dans tous les peuples, sur tous les continents. Ce qui manque, ce sont les opportunités. Ce qui est inégalement réparti, ce sont les opportunités. Donc il faut permettre à chacun, à chacune, de pouvoir saisir les opportunités au mieux de son talent. Et vraiment, je ne suis pas du tout... Je vais vous dire, mon père a fait toute sa carrière avec le certificat d'études. Donc souvent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de politique. Ma mère n'est jamais allée à l'école. Donc je ne suis pas quelqu'un qui, contrairement aux apparences ou à ce qu'on peut croire de moi, définit la valeur des gens par leur diplôme. Il n'y a pas de personne que j'admire plus sur cette terre que mon père et ma mère. Et aucun d'entre eux n'avait fait de grandes études. Mais ils m'ont tout appris. Donc, c'est pas la méritocratie des diplômes. Je crois à la dignité de chacun. Il n'y a pas de sous-métier. Et c'est ça, il faut que chacun sente qu'il participe à quelque chose de motivant. Ça peut être le balayeur, ça peut être l'ingénieur en aéronautique. Mais les êtres humains... Et j'ai vu ça, je disais souvent à mes collègues de la Wall Street, dans la City, moi j'ai dirigé une entreprise pendant 6 mois sans payer de salaire. Donc les gens ne travaillent pas pour un salaire. Ils ont besoin du salaire pour vivre. Mais s'ils n'ont pas d'aspiration, quelque chose en quoi ils peuvent croire, alors ça devient alimentaire. Et vous ne tirez pas le meilleur des gens avec des considérations d'ordre alimentaire. Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Vraiment, je pense que la maturité et le développement viennent si on peut faire des progrès continus, sans à-coups, sans recul. Donc c'est important de gérer ces situations de façon aussi non conflictuelle que possible. Et puis, vraiment d'arriver à une espèce de maturité qui fait qu'on peut avoir une démocratie apaisée. Vous savez, c'est anecdotique, mais quand je suis rentré ici en août, mes camarades de terminale C du lycée classique sont venus me saluer, ça m'a beaucoup touché. Il y avait le ministre Adama Diawara, j'espère qu'il me pardonnera de le citer, qui est ministre de l'enseignement supérieur. Bon, il était mon chef de classe quand j'étais en terminale. Bon, il est venu, il m'a rendu hommage, on est amis, c'était son anniversaire il y a 2 jours, je le lui ai souhaité. Pour moi, c'est ça la Côte d'Ivoire apaisée. C'est pas parce qu'on est dans des partis politiques différents qu'on doit être en guerre. Et de toute façon, si on se comporte comme ça, on ne peut que reculer. Il y a un socle minimum sur lequel il faut s'entendre. Par exemple, le fait que la vie humaine est sacrée, ce n'est pas négociable. Dès qu'on commence à faire des compromis avec ça, on va vers des choses très, très négatives. Donc ça, c'est une valeur fondamentale, je crois, pour moi, dans toutes les croyances spirituelles, dans tous les systèmes spirituels. La vie de l'être humain est sacrée, donc on ne doit pas tuer. Il ne faut pas accepter la violence comme moyen d'action politique.
le moyen d'action politique, c'est le discours, le dialogue. Il n'y a rien de plus destructeur que le cynisme. Les anglo-saxons disent que les actes parlent plus haut que les paroles. Donc il faut vraiment que vos actes soient alignés avec vos paroles. Une des choses qui me rend le plus fier, c'est d'amener des gens à faire des choses dont ils ne se croient pas capables. Toute ma vie. La base de tout, c'est la confiance en soi. C'est tout. C'est le plus important capital de l'être humain. Quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Gleneagles, on a fait une remise de dette. Mais c'est la remise de dette dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, donc faut pas nécessairement opposer. Vous vous dites, si mon pays, tant que mon pays peut en profiter... Oui, même quand je n'y étais pas, j'ai fait des choses qui ont directement profité à la Côte d'Ivoire. Donc, à l'armée aussi, il y a des gens fantastiques. Et ils peuvent avoir des ambitions et des aspirations qui sont légitimes, qui se fassent élire. Bon, et ça, je l'ai dit au général, à ce moment-là, j'aurais travaillé pour lui, pas de problème. Donc, il n'y a pas d'interdiction pour les militaires de nourrir des ambitions, mais il faut qu'ils comprennent que dans un système démocratique, ils doivent se soumettre au vote des électeurs et être élus. Donc oui, après donc, ça... Vous n'avez pas fui la Côte d'Ivoire? Fui. J'ai été chassé. Alors, parmi ceux qui commandent... Vous savez, j'ai quand même été tenu en joue par des militaires armés, en treillis, sans identification. C'est traumatisant. Vous êtes à la merci d'un accident. Pour qui a tenu une mitraillette? Moi, j'ai tenu ça. C'est très facile qu'un coup parte. Hein. Et vous vous sentez vraiment très vulnérable. J'avais 2 enfants en bas âge. Bon. Et vraiment, j'avais vraiment cette intuition, et je l'ai dit, il y a beaucoup de témoins contemporains à qui j'ai dit, les choses sont mal parties. Donc, je vais attendre que les esprits se calment, et que, en tout cas, moi, les valeurs que je défends soient audibles, que les Ivoiriens puissent entendre et être intéressés par mon discours. Je n'ai jamais changé de discours. Soit sur les coups d'État, sur la violence, sur le consensus, sur la paix, sur l'apaisement, soit en 2020, j'ai toujours exprimé les mêmes convictions. Je crois que bon, c'est la Côte d'Ivoire qui a évolué et qui aujourd'hui peut-être apprécie mieux la valeur de la paix qu'elle a connue pendant si longtemps. Ce qui me permet, moi, de revenir de façon plus sereine et d'être actif de façon plus sereine. Mais ça ne m'intéresse pas d'avoir recours à la violence. Ça ne m'intéresse pas de... On peut tout faire avec des balles, sauf discuter avec. Donc tant qu'on est dans un contexte qui est apaisé, à ce moment-là, tout est possible. Moi, je crois dans la nature humaine. Comme je l'ai dit, ce qu'il faut, c'est donner aux gens les moyens d'exprimer leur potentiel. Un pays comme le Mexique est passé à la facturation électronique. Bon, je n'ai pas gardé mon cellulaire, mais toutes les transactions aujourd'hui au Mexique sont enregistrées sur votre cellulaire. Quand vous allez chez le coiffeur, vous payez 200 francs CFA et ça passe sur le cellulaire. Tout est digitalisé. Tout est digitalisé. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça permet maintenant aux PME, aux coiffeurs qui a 3 chaises, d'avoir un compte d'exploitation. Pas si pour tous les Ivoiriens ça parle, mais enfin, en tout cas, il peut produire une comptabilité. Formaliser une comptabilité. Business. Voilà. Il a coiffé tant de personnes, plus chaque interaction est individualisée. Bien sûr, ça laisse des traces. Voilà. Ensuite, il peut aller dans une banque. Donc, ce qui est passé au Mexique, c'est que subitement, les PME ont pu emprunter. Parce que quand elles allaient dans les banques, les gens disaient, mais vous êtes dans le secteur informel, vous n'avez pas de compte. Ah, pardon, monsieur, maintenant, j'ai tout ça. Voilà mes papiers. Donc, s'ils donnent accès à la banque, à leurs informations, ils peuvent emprunter. La fraude fiscale au Mexique a baissé de 60%. Les recettes fiscales de l'État ont augmenté de 60%. 60%. Imaginez combien d'écoles, combien de routes vous construisez avec cet argent, sans vous endetter. Il y a des choses qui sont révolutionnaires et qui vraiment... Les PME, il faut les chérir parce que je dis toujours que la base de l'économie, c'est l'économie locale, nationale, domestique. Oui. Donc, en tant que dirigeant, il faut vraiment déployer tous les efforts possibles et imaginables pour vraiment promouvoir les PME. Toute l'Afrique veut des grandes entreprises. Bon. Toutes les grandes entreprises sont d'anciennes petites entreprises. Renault a été créé par Louis Renault dans un garage à Billancourt avec son frère. Hein. Bill Gates, tout le monde connaît son histoire. Bon. Steve Jobs, etc. Vous prenez les 10 premières entreprises mondiales en capitalisation boursière. D'abord, 8 sont américaines et 6 ont été créées après 1990. En moins de 50 ans. Donc, innovation
l'innovation, c'est vraiment, et le capital intellectuel, c'est vraiment le moteur de l'économie mondiale. Donc il faut chérir ces PME. Je sais qu'il existe ici des programmes pour développer les PME, donc il faut continuer, il faut amplifier ça. Et il faut aussi que le discours les place vraiment à l'avant-garde du développement. Parce que notre société ne peut pas marcher sans les gens du secteur informel. Tout ce qu'on achète, la nourriture au bord de la route, les travailleurs qui sortent... Quelle appellation vous donneriez-vous à la place du secteur informel? Le secteur productif, le secteur économique, les entreprises. C'est des entreprises à part entière. Ces gens-là, les réparateurs de pneus, ils ont des compétences, ils ont des savoir-faire, ils sont intelligents et ils rendent des services qui ont une grande valeur pour l'économie. Donc il faut les mettre en valeur, pas les traiter comme un mal nécessaire. Au contraire, ils sont bien souvent le cœur de l'économie. C'est la périphérie qui se moque du centre, parce que c'est eux qui sont le cœur de l'économie. Donc il faut tenir ce discours, il faut les promouvoir. Je disais plutôt, il n'y a pas de sous-métier, et on a une démographie en Afrique telle qu'on ne peut pas se permettre de considérer qu'il y a des sous-métiers. Première chose qui nous manque, c'est des emplois. La base de la dignité de l'être humain, c'est de pouvoir travailler, pouvoir nourrir sa famille, pouvoir loger, pouvoir habiller ses enfants. Donc vraiment, tout ce qui est créateur d'emplois doit être absolument amplifié, soutenu, encouragé. Et je dis toujours que la clé pour débloquer l'investissement international, c'est d'avoir une économie nationale florissante. Les investisseurs internationaux seront toujours sceptiques sur une économie qui n'arrive pas à produire des vainqueurs en son sein. C'est-à-dire que les gens qui sont nés là, qui parlent la langue, qui connaissent tout le monde, n'arrivent pas à réussir. Quand vous êtes étranger, vous dites, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Si les nationaux eux-mêmes ne s'en sortent pas. Donc, ou alors vous y allez, mais pour être dans l'économie de rente, ou d'exportation, ou d'extraction des ressources naturelles. Ça, oui. Mais aller dans des business qui sont domestiques, servir les consommateurs locaux, non, c'est très difficile. Donc, il y a un double avantage à faire ça, c'est que, vous allez développer des champions nationaux, et plus vous avez de champions nationaux, plus vous allez attirer d'investisseurs étrangers, parce qu'à ce moment-là, il y a des partenaires de qualité sur place qui peuvent travailler avec eux. Il y a les pays qui subissent, il y a les pays qui sont maîtres de leur destin. Vous ne pouvez pas être maître des événements. Les événements, ils sont aléatoires, il y aura toujours des chocs, mais être préparé à réagir. On dit toujours, c'est comme dans la vie individuelle, vous ne pouvez pas contrôler les événements, vous pouvez contrôler comment vous réagissez aux événements. Et c'est pareil pour les pays. Et développer cette résilience, développer cette capacité à réagir, mais ça, c'est aussi une fonction de l'union. Moi, j'aime beaucoup la devise de notre pays, qui est union, discipline, travail. C'est pas... Claude Boigny aurait pu dire travail, discipline, union. L'ordre est important. L'ordre est très important. L'union n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Ce qui est sûr, c'est que dans la désunion, on est sûr d'échouer. C'est pour ça que je m'oppose aux discours qui divisent, c'est pour ça que je m'oppose aux actions qui divisent, parce qu'elles coûtent infiniment cher. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, quand, en tant que société, en tant que pays, on veut faire face à des défis, et il y en aura toujours. Vraiment, vos chances de réussir si vous êtes désunis sont quasi nulles. Donc vraiment, cette union, c'est ça qui fait la valeur des pays. C'est pas les murs, c'est pas les trucs, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Ma mère disait toujours, la seule chose dans laquelle il faut investir, c'est ta tête. Parce que la seule chose que tu peux emmener avec toi partout, c'est ta tête. Tes biens, on peut te les arracher, ta voiture, tes bijoux, etc., etc. Mais c'était sa manière à elle, dans son français à elle, de dire qu'il n'y a que le capital intellectuel qui compte et la valeur des individus. Et donc, oui, je veux une Côte d'Ivoire qui est reconnue. Et c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Mais il faut y croire d'abord. Bien sûr.